Bonsoir à tous, un nouveau numéro de C10, de Sport 10 précisément pour vous servir. Et c'est comme ça tous les vendredis avec des invités sur le plateau, des nostalgiques, des heureux, des passionnés. Bref, tous ceux qui font l'actualité au quotidien. Et c'est votre cas, Stéphane Zamor. Bonsoir. Bonsoir Richard, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Je vous vois tout heureux parce que vous avez un club qui est très fonctionnel en ce moment, l'US Cambourg. Oui, ça fonctionne bien cette saison, les résultats sont bons, donc on est content effectivement. Mais rien n'est encore joué, la saison est encore longue. Oui, c'est encore long, elle est très longue. Nostalgique évidemment, puisque j'en ai parlé, alors c'est un peu le sentiment qui se dégage à la lecture évidemment de ce journal qui retrace le parcours historique de ce club mythique, en l'occurrence l'Intrépide de Sainte-Anne, en ce qui concerne la section handball. Et vous, Gatien Baptiste et Rudy Perrault, vous êtes venus justement pour présenter en quelque sorte ce livre, et surtout pour parler de ce club qui a marqué de son empreinte le handball guadeloupéen. Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Effectivement, nous sommes là pour présenter cette revue, c'est une revue finalement, et donc on va s'y employer. On va s'y employer. Bonsoir aux auditeurs de Canal 10. Donc, comme il l'a dit, Gracien, nous sommes venus présenter une revue sur l'Intrépide depuis les années 89 à 2011, quand l'Intrépide est passé à Intrépide Handball Club. Donc, tout avant, c'était Intrépide. Et de là, c'est retracé l'histoire, comment l'Intrépide a été créé depuis 89 jusqu'à 2011, jusqu'à avril 2011. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et puis, nous aurons en direct d'ici quelques instants Yves Matou, qui a été pendant plus de 23 ans, je veux dire, à la tête de l'UFOLEP, ici en Guadeloupe. On va tenter de le joindre d'ici quelques instants. On retourne sur le plateau avec vous, Stéphane Zamor. Alors, je le disais, justement, cette équipe de l'US Cambourg fonctionne très bien en ce moment. Vous avez un total de 64 points, le second quasiment, disons, à quelques encablures, 59 points pour cette équipe du Zénith, qui est deuxième. Alors, ce que moi j'aimerais savoir, au départ, c'était quoi l'objectif pour cette équipe de l'US Cambourg? Alors, l'objectif au début de la saison, c'était de s'assurer le maintien le plus rapidement possible, hein. Même si en fin de saison dernière, on avait quand même une très bonne dynamique sur les playoffs, on n'avait perdu qu'un seul match. Donc l'objectif, c'était de s'assurer un maintien le plus rapidement possible et après de voir. Donc là, on est dans les objectifs, on a même dépassé puisque la cerise sur le gâteau pourrait être là en fin de saison si on continue sur cette dynamique-là. Oui, et puis quand on regarde bien, Stéphane, c'est une première pour l'US Cambourg. Eh bien oui, c'est un club qui aura 50 ans en 2024, mais qui n'a jamais évolué donc, au plus haut niveau de ligue. D'accord. Qui a joué peut-être une dizaine d'années à l'époque en ce qu'on appelait la PH, le deuxième niveau. Mais ça va être une première historique en fait. Première historique parce que c'est vrai, je me souviens que je vous ai vu en début de saison, vous me disiez que l'objectif affiché pour vous, c'est tout simplement l'accession dans l'élite du football guadeloupéen. Ça a été un rêve de longue haleine. Oui, puisque je me souviens de 2003 à 2006, il n'y avait plus de club, il n'y avait plus rien. On a repris en 2007, on était à 2 éducateurs, j'étais là avec mon collègue à l'époque, Joël Saint-Luce. On avait 3 joueurs, en tout et pour tout. Donc c'est un travail vraiment de longue haleine. On a pris le temps de mettre toutes les catégories de jeunes les unes après les autres et on a monté une équipe senior seulement 7 ans après. Donc là, c'est notre 9e saison dans les championnats LGF. Oui. Donc, les joueurs, quels sont les mots justes que vous avez trouvés pour les motiver en quelque sorte? Parce qu'il fallait quand même les motiver, ces joueurs. Ben oui, en fait, c'est surtout l'entraîneur. Hein. C'est un travail d'équipe parce que je dis l'entraîneur de l'équipe senior, Christophe Jaillette, mais c'est le travail de tous les éducateurs du club, depuis les U6 jusqu'au senior. Mais Christophe a eu quand même les mots justes avec les joueurs, puisque quand Christophe est arrivé, on restait sur une défaite 10-0 contre l'Étoile et on était dernier du classement, mais vraiment assez loin. Et l'opération sauvetage a été réussie et ensuite, lui, il a pu plus facilement présenter aux joueurs qui arrivaient son projet de jeu, là où il veut aller.
Et je ne vais pas dire que c'est au-delà de nos espérances, mais c'est arrivé beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Oui, beaucoup plus vite que vous le pensiez. Oui, puisque le club grandit vite au niveau sportif, mais au niveau administratif, oui, on doit suivre derrière pour que tout soit bien pour, en cas d'une éventuelle montée. Puisque une montée, il ne s'agira pas de faire l'ascenseur. Alors Stéphane Zamor, je sais que vous avez tout fait dans ce club, joueur, entraîneur, Oui, président. arbitre. Aussi. Oui. Alors, ça fait beaucoup de casquettes pour vous. Je suis arrivé au club depuis tout gamin, j'avais 9 ans. Je suis parti après. J'ai passé mon premier diplôme d'initiateur d'entraîneur, j'avais 17 ans, Oui. avant même de passer mon bac. Et puis après les études, je me suis toujours dit qu'il fallait que je rende au club ce qu'il a fait pour moi. Voilà, et donc, quand Beaufort c'est un club de section, hein, donc forcément, président dans un petit club comme ça, il faut mouiller le maillot, comme on dit. Et c'est pas comme mon collègue peut-être du CSM qui a plus de distance, mais nous concrètement sur un club de section, on est obligés tous d'être vraiment impliqués tous les jours. Voilà. Et puis, quel sentiment qui se dégage chez vous à l'idée qu'il y aura peut-être 2 clubs capestériens dans l'élite du football guadeloupéen? Le CC peut-être, je dis bien, et vous? Non, mais après, c'est bien pour la commune. Après, on n'est peut-être des fois pas forcément prophète en son pays, puisque je sais que c'est toujours un casse-tête pour une municipalité d'avoir 2 clubs dans l'élite. Bon, mais nous, on ne se focalise pas sur les autres. Nous, on fait notre petit bonhomme de chemin. Si les autres clubs de la commune réussissent, tant mieux. C'est très bien pour la commune, mais nous, on se focalise sur nous d'abord. Et puis, je serais très content pour mes amis du CSC s'ils arrivent à se maintenir. Ça ferait de beaux derby la saison prochaine à Capesterre. Un beau derby à Capesterre. Alors peut-être que nous avons, je vais voir si nous avons Yves Matou en direct justement dans cette émission. On tente de le joindre parce que ça va être un moment très important en tout cas pour lui, puisque je l'ai dit, Yves Matou qui est resté plus de 23 ans à l'UFOLEP. Et il y a la Coupe Yves Matou qui a lieu, et cela depuis 2014. Certainement, vous êtes au courant, monsieur Baptiste, depuis 2014, eh bien, il y a cette coupe Yves Matou qui a lieu régulièrement et que ça va être la 6e édition de cette coupe Yves Matou que nous avons pu joindre. Bonsoir Yves Matou. Oui, bonsoir. Bonsoir, ravi de vous avoir en direct justement dans cette émission. Alors, on fait un petit peu l'historique. On se souvient, un certain 18... Attendez, je mets un peu de volume, ça passe mal. Ouais, mais on vous entend très bien, Oui. Donc, alors, je disais Yves Matou, le 18 janvier 2014, au stade de Rosé-Jamy au Gosier, eh bien, c'était le lancement de cette coupe qui a pour nom désormais votre nom, qui porte votre nom, Yves Matou. Elle est devenue, à mon avis, une véritable institution maintenant, cette coupe. Mais oui, effectivement, ce n'est pas une institution, mais c'est sous reconnaissance de mon passage, mon travail à l'UFOLEP au Guadeloupe. Oui, d'accord. Alors, 23 ans que vous êtes resté, justement, dans cette institution qu'est l'UFOLEP, 23 ans, et aujourd'hui, depuis 2014, vous êtes honoré, c'est tout à votre honneur. Ça passe mal. Ah oui. Je ne sais pas si nous reçoitez bien. Est-ce que vous me recevez, Yves Matou? En ce moment, il pleut énormément sur les enfants, ça passe mal. D'accord. Alors, on reprend ta question. Ah oui, alors justement, je disais que vous êtes resté 23 ans au niveau de l'UFOLEP. On est bien d'accord? Oui, effectivement. Oui, après l'enseignement avant l'année aussi, on est venu me chercher. Je ne sais pas si tu connais le président Franck Flagy. Oui. Qui est venu à plusieurs reprises me chercher à quitter l'enseignement, l'école sécurité, et pour venir effectivement développer le sport et l'expérience sportive à l'UFOLEP. Oui. À l'UFOLEP, l'Union française de laïque d'éducation. D'accord. Et quel est votre meilleur souvenir durant ces 23 ans? Le meilleur souvenir, effectivement, c'est d'avoir fait des bons souvenirs et le bon travail effectué avec
développer leur association. On rappelle que vous aussi, vous avez été footballeur, vous avez joué pendant très longtemps. Pendant combien d'années encore vous avez évolué en tant que footballeur? Bon, j'ai évolué effectivement dans quelques petits clubs. Enfin, des clubs comme, tu es des grands ponts, tu te rappelles de Fiat Lux. Oui, bien sûr. Nous avons emporté pas mal de groupes. De groupes. Et la même base, c'était Cholet. Après ça, il y a eu le Cactus. Le Cactus, nous sommes allés en Martinique, dans la Chelsea. Après avoir gagné 3-0 dans le pays, nous sommes allés en Martinique, donc 0 nous avons gagné la coupe. Après, donc, j'ai passé effectivement de bons moments aussi à Jeunesse Révolution. Voilà. Alors, Yves Matou, je rappelle que ça va être la 6e édition de cette Coupe Yves Matou. Pour la 5e, qui s'est déroulée en 2018, c'était à Sainte-Anne, dans votre commune, même à Sainte-Anne. Oui, et vous avez été décoré, en tout cas, vous avez eu la médaille d'or. Oui. Tu m'entends là? Oui, allez-y. Oui, effectivement, oui, c'est à la 5e finale Coupe Yves Matou. Mais il faut savoir effectivement pourquoi on dit Coupe Yves Matou. Ça vient effectivement des membres de la commission football, de la commission d'arbitrage, qui ont pris la décision de mémoriser effectivement le passage de Yves Matou à l'UFOLEP. Donc, en 2009, la Coupe Yves Matou a démarré en 2014. Depuis 2018, ça a bien fonctionné. 2019, oui, 2019 aussi. Et c'est à partir là, avec le Covid, toutes les activités interdites. Alors, nous avons du mal à vous bien. Effectivement, l'appui dans les grands fonds, on s'est compris, Yves Matou. Alors, je rappelle que il y aura la finale qui va avoir lieu entre Subukira et le Boivin FC. Et cette rencontre, en tout cas, va avoir lieu demain après-midi. Ce sera sur le stade de Bemao. Et ce sera la 6e édition, 6e coupe concernant votre nom, évidemment, concernant Yves Matou. Merci en tout cas, Yves Matou, d'avoir été en direct dans cette émission pour nous parler de cette coupe et surtout de cette compétition qu'est la coupe Yves Matou. Merci encore. Alors, Stéphane Zamor, c'est vrai que vous l'avez connu, vous le connaissez de toute façon, Yves Matou. Vous savez, il a été dans l'arbitrage, pas l'arbitrage, mais précisément il a été délégué de terrain, voilà. Il a été délégué de terrain à la LGF, à la Guadeloupe de football, jusqu'à il y a peut-être 2 ans. Donc, j'ai eu l'occasion de le croiser, effectivement, en tant que joueur, en tant que même qu'arbitre aussi. J'ai eu l'occasion de le croiser sur les terrains, M. Yves Matou. Alors, tout en précisant, au-delà du fait que vous soyez le président de l'US Cambrefort, mais vous faites partie aussi de la Ligue guadeloupéenne de football. Et votre mission, elle est très importante puisque je crois que vous vous occupez des calendriers. Tout à fait, oui, je suis responsable de la commission calendrier et compétition. Donc justement, on est en plein dans l'actualité là, puisque la 2e phase de la R1 doit démarrer. Mais justement. Et on doit se réunir lundi qui vient justement pour valider les calendriers de la 2e phase. C'est une tâche qui est assez lourde. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une date déjà de prévue pour la deuxième phase? Tout à fait. Donc, sachant qu'il y a la coupe vive qui va se dérouler dans l'intervalle, donc la poule play-down va démarrer en premier. Elle va démarrer le vendredi 3 et le dimanche 5 mars pour la première journée. Et concernant la poule play-off, ça sera le mercredi 8 mars. D'accord. Le 8 mars. Puisque il y a 4 équipes des play-offs qui participent à la Coupe Vive. Donc, on est obligé de décaler un peu le début de la 2e phase pour ces équipes-là. Voilà. Alors, un petit rappel aussi à l'attention de nos amis téléspectateurs qui regardent justement cette émission. On va revenir, la saison prochaine, on va revenir à l'ancienne méthode, c'est-à-dire avec les 14 équipes. Il n'y aura plus de... Non, il n'y aura plus de barrage de poule haute, de poule basse. Ça sera les 14 équipes plus le CFA. Voilà. Mais ça, c'est... Bon, alors... Je vous pose la question à titre personnel. Selon vous, est-ce que cette formule, c'est-à-dire la formule existante actuellement, est-ce qu'elle est crédible? En
fait, elle avait été mise en place surtout pour pouvoir retourner par rapport à la période de pandémie où il fallait, on ne pouvait pas faire descendre tout le monde. Il y avait eu une descente et plus de montées que d'habitude. Donc la Fédération française avait donné un laps de temps pour revenir à la structure initiale. Après, elle a eu quand même son lot de spectacles. La saison dernière, on l'a vu, hein, les playoffs courts qu'il y avait eu entre la belle finale qu'on avait eu entre la SS et la Gauloise. Mais revenir sur le schéma traditionnel, c'est moins de descentes aussi, puisque cette saison-là, il y a 5 descentes plus 2 barrages, donc ça peut potentiellement faire 7 descentes. Donc on reviendra à quelque chose quand même de plus, entre guillemets, sécurisant pour les clubs, par exemple, qui accèdent. Ouais. Donc ça, on revient dans un schéma plus traditionnel, on va dire. Non, je pose la question puisque je sais qu'il y a eu pas mal de contestations au début. Et puis, après la première saison, ça s'est apaisé un tout petit peu. Et aujourd'hui, maintenant que l'on parle justement des 14 équipes, bon, on sent qu'il y a un autre sentiment qui habite un petit peu les présidents de club. On dirait qu'ils sont un petit peu plus heureux, plus contents. Tout à fait, parce que le CFA, par rapport au CFA, ça faisait polémique, mais le CFA a quand même trouvé sa place. Et les jeunes du CFA ont montré quand même qu'ils ont montré de belles choses déjà les 2 saisons d'avant, mais cette saison aussi, ils ont gagné encore plus de matchs que les années d'avant. Donc, revenir au schéma plus traditionnel, ça fera aussi que le calendrier qui sera publié au mois de juillet, ben, il sera là jusqu'au mois de juin. Il n'y aura pas de réajustement à faire en plein milieu de la compétition, comme c'est le cas maintenant. Alors, pour revenir à votre club, puisque là, vous êtes dans une position idéale pour accéder dans l'élite du football guadeloupéen. Bon, d'accord, vous allez y accéder, mais il va falloir rester. Ben, enfin, on n'y est pas encore. Comme vous dites, on est en bonne position. On se prépare déjà, puisque de toute façon, une saison, peu importe le niveau où on sera, elle se prépare déjà dès maintenant. Et l'essentiel, ça sera effectivement de rester, parce que Capesterre a eu les 2 dernières saisons, à chaque fois un club qui est monté, mais à chaque fois qui est redescendu. Donc l'objectif pour nous, ça va être de rester. La saison dernière, on aurait pu monter, mais moi, je n'étais pas forcément trop chaud pour monter, puisque sachant qu'il allait y avoir le paquet de descente qu'il y a cette année, donc cette saison, c'est la saison idéale pour monter. Après, nous, comme je disais, on est un petit club de quartier, il va falloir qu'on puisse trouver les moyens pour pouvoir y rester, parce que là, il ne faut pas se leurrer, il faut les moyens. Les infrastructures, parce que les infrastructures sont ça se passe comment pour vous, pour les entraînements? Vous avez un terrain d'entraînement à Cambrefort? Il y a un terrain d'entraînement à Cambrefort, mais les conditions ne sont pas toujours optimales, puisque de début octobre jusqu'à début janvier, on avait un éclairage qui fonctionnait à moitié. Donc bon, on a pu se débrouiller système D pour que ça puisse revenir. Mais les conditions ne sont pas exceptionnelles, quoi. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de clubs qui grandissent rapidement sportivement. Mais à côté, en termes d'infrastructure, parce qu'on a quand même 215 licenciés, il y a 10 catégories qui sont engagées, des plus petits jusqu'aux vétérans. Ça demande de la place. Et l'entretien, on est des bénévoles. C'est là où on a aussi des difficultés à pouvoir entretenir la structure et tout ça. Donc là aussi, bon, il faudrait qu'il y ait l'accompagnement plus poussé, on va dire, derrière nous, si on monte, puisque c'est la commune qu'on représentera. Donc, l'enjeu est là aussi. Et cette demande a été déposée sur le bureau du chef de l'unité? Mais ça fait des années que nous, à Cambrefort, l'état de la structure ne date pas d'aujourd'hui. Nous, on fait ce qu'il faut au quotidien, mais il y a des travaux quand même assez conséquents à faire. Ça fait des années que nous, on écrit tout le temps, et puis on espère un jour être entendu. Mais bon, après, il y a beaucoup de financements qui existent actuellement au niveau, que ce soit de la 3F, de l'ANS. S'il faut monter nos dossiers, on les montera. Mais après, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. Alors là, on parle d'infrastructure, mais aussi en ce qui concerne, par exemple, les moyens de transport. Vous avez ce qu'il faut? Alors là, vous soulevez un point qui est assez problématique pour nous, puisque demain, par exemple, on a les U17 qui jouent, on est obligé de faire du covoiturage, puisque nos frais de transport n'ont pas été pris en charge pour les 2 dernières saisons. Ça a été le cas pour d'autres clubs de la commune, pas pour nous. Bon, après, vous savez comment ça se passe au niveau de la fédération? Il y a un point qui est alloué.
Oui, mais après, il faut avoir le complément de financement. C'est-à-dire que par rapport au minibus, la Fédé, effectivement, la Fédération française met des sous, mais les associations doivent quand même pouvoir au moins avancer une certaine somme. Donc, on est en train de voir avec des fonds privés si on peut y arriver, mais c'est concernant la prise en charge même des frais de transport, par exemple. C'est arrivé que la municipalité prenne en charge pour les clubs. Mais cette saison, pour les 2 dernières saisons, par exemple, ça a été pris en charge pour 2 autres clubs. Et, par exemple, pour nous, il n'y a rien eu. Donc, nous, derrière, on doit s'organiser comme on peut. Donc, avec 10 catégories, parfois, il y a 3 déplacements par week-end. C'est un budget qui est assez conséquent, le budget de transport. Oui, bon, alors écoutez, on va suivre avec beaucoup d'attention. On est combatif, on se bat et puis on y arrivera. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Oui. Le but, c'est pas non plus de rester là, attendre que tout tombe. Hein. Et les joueurs, de toute façon, ils sont très motivés. Vous le disiez tout à l'heure, ils sont très motivés. Vous savez comment faire. Et ils voient pointer un petit peu à l'horizon cette accession. C'est tout bénef en tout cas pour vous là maintenant. Bien sûr, c'est tout bénef pour nous et aussi pour eux, puisque le groupe, enfin, c'est toujours valorisant pour le joueur à titre individuel d'être quand même dans une équipe qui accède. Et puis, il y a certains qui ont déjà connu un peu la R1, mais là, justement, le challenge pour eux, là, c'est pour l'instant, on est encore invaincu en championnat. On est encore en course en Coupe de France, parce qu'on a battu la Juventus au mois de décembre. La seule défaite qu'on a eue, c'est contre le SBM en Coupe de France, 3-1. Donc le challenge pour eux, c'est de continuer sur cette lancée-là et essayer de finir sans défaite. Parce qu'on a vu que l'Amical dans l'autre poule a connu la défaite. Donc nous, c'est encore notre challenge là, c'est de rester invaincu. Eh bien, c'est bien en tout cas pour cette équipe de l'US Cambo-Fort, je le disais, mais de toute façon que l'on va suivre tout au long de la saison à venir. Merci. On va marquer juste une pause couleur dans cette édition, on se retrouve tout de suite après. Retour sur le plateau et là nous allons parler justement de handball, surtout de l'Intrépide de Sainte-Anne, section handball évidemment. Le club qui a été créé en 1989 et vous tenez à cœur de retracer un petit peu son histoire. Baptiste, pourquoi? Oui, bon, tout d'abord je dois excuser l'absence du docteur Findo qui est retenu dans son cabinet et qui m'a chargé de le représenter. Donc, cette histoire-là, c'est venu de la part de Frissi Ranton, les frères Wana, de Didier Damator et aussi de Rudy Perrault. Donc, un jour comme ça s'est passé bêtement, je dirais. Parce qu'un jour, ils se sont dit que, bon, on va écrire l'histoire. Et on s'est rencontrés à 3-4 à Pierre-et-Vacances pour mettre au point ce qu'on voulait faire. Et c'est parti comme ça. En 89. Non, pas 89, je parle de là. Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Donc, c'est parti comme ça, et puis on a mis des stratégies en place, et puis voilà, ça a donné ça. Alors, cette équipe de l'Intrépide de Sainte-Anne a tout connu. Hein, quand on retrace un petit peu son parcours, beaucoup de titres, et avec des joueurs talentueux, que ce soit chez les garçons ou les filles, et retracer l'histoire de l'Intrépide de Sainte-Anne, eh bien, pour vous, c'était très important. C'est très important, surtout pour la génération à venir, puisqu'il faut toujours laisser des traces. Bon, nous, on sait à peu près ce qui s'est passé. Bon, ce n'est pas le vrai problème pour nous, mais c'est surtout pour les jeunes. Pour les jeunes qui ne savent pas quand a été créé l'Intrépide, qui ne connaissent même pas le président fondateur de l'Intrépide, et des gens qui ont contribué à rehausser ce club-là. Oui. Donc pour nous, c'était un devoir de le faire. Important, et puis c'était aussi important pour vous, Rudy Perrault, puisque vous avez été pendant très très longtemps responsable de la section féminine, en tout cas avec Thierry Orfèvre. Oui, tout à fait. Avec Thierry Orfèvre en 2004, quand on a été voir Thierry Orfèvre avec, nous étions à 3, Yannis Treff, Joël Brasson. On a été voir Thierry Orfèvre et Thierry Orfèvre, il revenait avec le GUC. Ils étaient champions de France N3 masculin.
Donc, lorsqu'on a été le voir pour la première fois, c'était un non, catégorique, c'était un non. Et après, j'ai pris sur moi, je l'ai appelé à plusieurs reprises. Et mon président général à l'époque, c'était Patrick Gallas. Patrick Gallas. Donc, du coup, on a fait une réunion avec Patrick Gallas. Et de là, il a validé le projet. Et le projet, c'était sur 3 ans que l'intrépide fille soit championne de France N2. Et alors? Et ça a démarré comme ça. La première année, on avait perdu le match de la Super Coupe contre le Réveil Sportif. C'était, je m'appelle bien, c'était au Royal des Sports de Pointe-à-Pitre. Donc, du coup, là, on a perdu le premier match. Le second, on l'avait gagné. Et le troisième match, on l'avait perdu. Donc, à cette époque-là, il y avait Blaise Aldo, que je tire mon chapeau. Oui, c'est lui qui était maire. Qui était maire à l'époque. Il a provoqué une réunion. Il était au match ce jour-là. Il a provoqué une réunion 2 jours après avec le président général Patrick Gallas et Thierry Orfèvre. Et de là, ça a commencé comme ça. Thierry Orfèvre, il a demandé à Thierry Orfèvre, qu'est-ce qu'il vous faut? Thierry Orfèvre a répondu, les moyens, monsieur le maire. Et c'est de là, c'est parti, l'aventure. Et les moyens, il les a trouvés? Tout à fait. On a recruté des filles, et qui étaient venues faire en STAPS, qui étaient venues faire des études en STAPS. Je pense ici. Il y avait Naïti Médas, Glissant Daniel, il y avait Michel Etienne qui sont venus à l'Intrépide. Et de là, on a eu aussi Laïsa Lérus. Et qui elle, était déjà qui était professionnelle. Tout à fait, qui était professionnelle. Elle a été 3 fois meilleure buteuse du championnat de France et vice-championne du monde. Donc Laïsa Lérus, qui a griffé l'équipe. Et la deuxième année, c'est parti. C'est parti. On a été se qualifier en Martinique pour partir en métropole. Et c'est parti l'aventure. On est parti avec une joueuse de qualité exceptionnelle. Je veux parler de Valérie Pioche. Tout à fait. C'est l'emblématique du club. Hein. Depuis cadette, parce que lorsque l'Intrépide a été créé, il n'y avait pas de section féminine. Et l'année suivante, en 90, il y a eu la section féminine. Et Valérie était plus âgée. Donc on avait une équipe cadette, mais on n'avait pas d'équipe senior. C'est la deuxième année qu'on a eu une équipe senior. Et depuis 92, Valérie Pioche, elle joue dans l'équipe senior de l'Intrépide jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Ouais. Au-delà de 40 ans. Non, pas 40 ans seulement. Oui, plus de. Je crois qu'elle doit faire. Je ne dirais pas son âge. Non. Je suis. Non. En tout cas, non loin, même plus que la cinquantaine, ça c'est sûr. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment une joueuse exceptionnelle, Valérie Pioche. Et puis au sein de cette équipe de l'Intrépide, il y a d'autres qui sont toujours là, et qui font un travail considérable. Je pense notamment à Solange Toufette, par exemple. Oui, Solange est toujours... Je ne saurais pas vous dire vraiment comment ça se passe, parce que ça fait 4 ans que j'ai décroché. Donc après 20 ans de ma vie, j'ai donné à l'Intrépide, j'ai tout fait à l'Intrépide. 20 ans de ma vie, que j'ai découvert, ça fait 4 ans. Mais je ne sais pas, parce que je ne vais pas ni à l'entraînement ni au match. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Mais je sais que Solange, elle y est toujours. Elle y est toujours. Ouais. Et peut-être Gracien Baptiste va nous dire un petit peu plus concernant cette équipe de l'Intrépide. Oui, mais ce que je dois dire, c'est que quand la base est solide, ça dure. Vous savez? Parce que ces filles-là ne sont pas arrivées là comme ça. Elles ont beaucoup bossé. À un certain moment... elles allaient se coucher à 1h du matin, puisqu'on avait des créneaux horaires au CREPS, 21h, 24h. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu la transmission? Est-ce que les jeunes, finalement, se sont imprégnés de ce que les aînés ont fait durant pas mal d'années? Bon,
n'étant pas trop près, je ne peux pas vraiment juger, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a vraiment des jeunes derrière. Il y a vraiment des jeunes derrière. Et il faut que la mayonnaise prenne. Il faut que la mayonnaise prenne. Et il faut aussi que ces jeunes-là se disent, je n'arriverai pas sans travailler. Parce que si ces filles sont toujours sur le terrain, c'est que ce sont des gens qui ont bossé dur. Donc ça ne vient pas comme ça. Parfois, il faut des sacrifices. Et avec les sacrifices, on arrive au bout de tout ce qu'on veut faire. Je rappelle que vous aussi, Gracie Baptiste, vous avez été président de la Ligue guadeloupéenne de handball pendant quelques années, je crois que c'est de 2017. 2017 à 2020, oui, j'ai été président. Bon, je pense que je ne me suis pas représenté pour des raisons personnelles parce que ça me faisait quand même plus d'une vingtaine d'années que j'étais dans ce milieu-là. Il fallait prendre du recul. Donc, selon moi, je suis sorti par la grande porte parce que pour le boulot qu'on a accompli, il fallait le faire. Et je dirais même, je le dis souvent, c'est que si la Ligue guadeloupéenne aujourd'hui existe, c'est grâce au président Harry Chalus, je le dis. Mais ça fonctionne là quand même au niveau de la Ligue. Je ne sais pas. Je ne sais pas puisque... Vous êtes déconnecté un peu de... Oui, depuis que je ne suis plus président, je laisse travailler les autres. Je laisse travailler les autres. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Mais je sais que quand nous étions là, nous avons trouvé une ligue en très mauvaise posture et nous avons fait ce qu'il fallait. Oui, avec mon équipe, je dis bien avec mon équipe, parce que seul, je n'aurais pas pu arriver à ce stade-là. D'accord. Alors, justement, pour rester avec l'intrépide de Sainte-Anne, bon, c'est un club que vous connaissez très bien, puisque vous avez été vraiment à l'origine de sa création, en quelque sorte. Non, pas à l'origine de sa création, non, pas du tout. Non, mais enfin bon... Non, pas du tout. Oui. Moi, j'ai fréquenté à un certain moment Fouise Sérenton dans les années 2000. On collaborait déjà. Et puis quand c'est Rudy Perrault qui est venu me chercher en me disant que tu es Saint-Annais, tu dois venir nous donner un coup de main. D'accord? Et avant, j'étais déjà président de la JUP. Le premier président de la JUP de Bémaro, c'est moi. Et à Métropole, j'ai fréquenté beaucoup d'associations. C'est ce qui m'a permis d'apprendre. J'ai appris sur le tas. Et quand je suis avec notamment Ozan Mayeko, entre autres. Mais Ozan Mayeko, il y a Jacques Molinier, il y a Patrick Bourgeois, il y a Franck de Salm. Ces gens-là, je les ai côtoyés. Donc, j'ai suivi de près leur façon d'évoluer. Oui. Et quand j'ai été président de Ligue, je n'ai pas été un président de Ligue au rabais. J'ai été un président de Ligue aguerri. Et j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui ont permis qu'on a fait ce travail-là. Et comme je dis toujours, si on peut être président, mais si on n'a personne à côté, on ne va nulle part. C'est vrai. Alors, justement, donc, l'intrépide de Sainte-Anne, quelle est la situation actuelle? C'est encore... je vais prendre un joker. Oui. Parce je ne peux pas dire. Je ne peux pas le dire parce que j'ai pris un peu de recul par rapport à tout ce genre de choses. Ah oui, d'accord. Alors, c'est une question qu'il faudrait peut-être plutôt poser au président actuel. Au président actuel. Oui, oui. Voilà. Alors, pour revenir un petit peu justement à ce livre, écoutez, c'est possible de le trouver partout? Non, c'est-à-dire que ce livre-là, on l'a fait surtout pour les anciens et pour les jeunes. Possible de le trouver, bon, ce sera certainement à la demande, puisque on a prévu de faire des choses encore par rapport à ce... Pour l'avoir, il faut aller au siège. Carrément, au siège de l'NTP. C'est-à-dire que je dirais, pour l'avoir, il faut contacter M. Péo. D'accord. Pour l'instant. Mais on essaie de voir comment ça va évoluer, puisque l'histoire ne se raconte pas et ne s'éteint pas du jour au lendemain. Par exemple, je vois l'histoire des filles de l'Intrépide, là. J'insiste un petit peu là-dessus parce que
C'est unique, je dirais. Aucun club n'a fait ce qu'elles ont fait. Ah non, mais ça c'est clair, c'est clair. Hein, je vais dire, remporter autant de titres. Oui. Et ça... Sur un nombre d'années considérable comme ça. Et je me rends compte, l'année dernière, elles ont été championnes de la Guadeloupe. Oui. Ça veut dire que à la base, il y a une construction solide. Et ça perdure. Et maintenant, c'est à eux de faire ce chemin-là avec les jeunes qui arrivent. Parce que je peux vous dire qu'à Douville, quand je passe, il y a une pépinière. Oui. Il y a plein de jeunes. Alors, Intrépide Handball de Sainte-Anne, de juillet 89 à mars 2011. Oui. Voilà, je crois que c'est toute l'histoire en quelque sorte de ce club... mythique. Mythique, ah oui, ça c'est vrai, il faut dire, l'Intrépide de Sainte-Anne. Bien, nous allons passer aux autres sujets de cette édition, notamment le football, puisqu'on va parler évidemment de la Régionale 1, puisqu'il y a une mise à jour qui sera une mise à jour à faire. La solidarité scolaire qui sera opposée à l'USBM, en tout cas c'est ce soir à partir de 20h30. L'autre rencontre, c'est tout simplement le Stade Lamantinois opposé à la Dynamo. Ce sera demain après-midi au Stade du Lamentin. C'est donc la 15e journée pour le Stade Lamantinois Dynamo et la 11e journée pour la solidarité scolaire et l'USBM. Juste avant cette mise à jour, eh bien, il faut savoir que la solidarité scolaire occupe la première place avec 47 points, l'Étoile deuxième 47, troisième le Phare 43 points, quatrième l'USBM 42, le Sioko 5e 37, 32 pour la Juventus qui est 6e, 7e c'est La Rougée avec 32 points également, 30 points pour la Dynamo et le Stade Lamantinois qui ferme la marche avec un total de 25 points. Le volleyball, on va en parler puisque ça va être la 14e journée en ce qui concerne les hommes. Eh bien, il faut savoir que le GUC sera opposé à l'ESM. C'est donc demain après-midi à Fouillol. L'Étoile qui va recevoir le colonial à Petit Canal demain après-midi, demain soir, 20h30. L'UFM face à l'US Goyave, c'est à l'UFM. Et demain soir, 19h30. Au stade Laura Flessel à Petit-Bourg, l'Arsenal qui va recevoir le CMVGB et ce sera 20h30 et à Douville, le Racing Beach qui va affronter le Fumerol à 20h30. Il sera demain soir, je rappelle, au gymnase de Douville, chez les dames. 3 rencontres, le Racing Beach face au Fumerol à Douville demain soir 19h, l'Étoile à Petit Canal face à Colonial 19h également, l'Arsenal qui va recevoir le CMVGB au gymnase de Loa Flessel 19h. Le handball, puisqu'il faut quand même en parler, la mise à jour du calendrier évidemment, avec ces rencontres, notamment ces 2 rencontres, le Zayanna face à la JTR, c'est donc ce soir à partir de 20h au gymnase de Petit Canal. JTR Pointe-à-Pitre handball, eh bien ce sera Trois-Rivières et cette rencontre qui va se disputer demain soir 18h. Je rappelle au gymnase de Trois-Rivières. Alors au classement, qui est un classement qui est provisoire évidemment, l'Étoile 41 points occupe la première place. Juste derrière c'est l'Intrépide de Sainte-Anne 35, 34 pour le Zayanna 3e, 4e Pointe-à-Pitre handball avec 29 points. Ferme la marche. Le Club Sport avec 17 points. Un mot concernant le rugby, puisque vous savez, depuis quelques années, le Good Luck, en collaboration avec la Ligue guadeloupéenne de rugby, eh bien, ils organisent un tournoi. Ils organisent un tournoi avec l'appui justement eh bien, de Toulouse, le club de Toulouse, et qui dispense à quelque chose ce stage. Regardez ce sujet, vous allez voir, c'est très intéressant. C'est un stage traditionnel que le Goulac organise avec le Stade Toulousain et le comité. Donc c'est vraiment 3 entités qui sont en partenariat pour offrir une semaine, alors sur 2 semaines, du rugby à différentes catégories d'âge. On est à notre 5e année de présence sur le territoire. Alors le principal objectif n'est pas forcément d'identifier les talents, mais quand on voit des perles rares, on essaie de les accompagner, de les suivre et puis pourquoi pas les amener à la métropole. Pendant les vacances scolaires, on sait qu'ils viennent volontiers sur les stages rugby plus qu'au centre aéré. Donc c'était important de proposer quelque chose nous aussi. Donc ça fait plusieurs années que c'est mis en place et ça rencontre toujours un succès incroyable. On essaie de reprendre un peu les fondamentaux d'abord pour éviter la blessure et pour les mettre dans des conditions privilégiées pour la pratique.
Après, on aborde quelques notions et thématiques qu'on aborde dans le rugby. Et là, aujourd'hui, on est par exemple sur la capacité à lire le jeu et adapter la réponse au jeu, adapter à la situation que l'enfant vit. C'est aussi important de le mettre en avant, c'est qu'on optimise ces temps pour faire de la formation aux éducateurs. On a des éducateurs qui sont inscrits en formation fédérale depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et ce stage permet de valider des modules de formation avec les cadres du Stade Toulousain, plus nous, les cadres du comité. C'est super important de bénéficier de l'aide du Stade Toulousain et de l'appui du comité territorial de Guadeloupe sur la formation des éducateurs pour mettre en avant tout le travail qu'on effectue tout au long de la saison auprès des jeunes. C'est toujours important d'être bien formé, ça permet d'acquérir beaucoup de compétences, sachant que on veut prendre un petit peu de partout, c'est-à-dire qu'en Guadeloupe, il y a des compétences qui sont acquises de la part du comité, mais c'est toujours mieux de voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs, parce qu'il n'y a jamais la même chose en fait. La formation est hyper importante pour que les jeunes puissent bénéficier du meilleur parcours rugbystique tout au long de l'année. Voilà. Oui, des images qui sont signées Maxime Morel. Ça vous enchante un petit peu le rugby, messieurs? Bon, je regarde à la télé, sans plus. Ouais. Sans plus. Pierrot? Pour moi, c'est un sport, c'est comme le handball parce que c'est des décalages. Donc, ça se rapproche très bien du handball, c'est physique. Ouais. Donc, je regarde souvent des matchs de rugby aussi. Ah ouais, Stéphane? Plus les matchs en fait, du top 14, mais ici en Guadeloupe, j'ai pas trop le temps avec le foot, ça prend déjà beaucoup de temps, j'ai pas trop le temps d'y aller. Mais ça serait avec plaisir d'aller au regarder un match. Ouais. Alors messieurs, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Le mot de la fin, Stéphane, avec vous, je commence très rapidement. Oui, merci encore pour l'invitation et puis je profite pour saluer tous les bénévoles en général, mais en particulier ceux de l'US Cambourg qui font que qu'on puisse accueillir les gamins chaque semaine et avoir les résultats qu'on a. Donc, coucou aux bénévoles du club. Parfait. Pierrot? Merci pour l'invitation. Donc, ce que je peux souhaiter, c'est que l'Intrépide, l'IAC, maintenant, depuis 2011, c'est l'IAC, que le travail continue et que l'Intrépide continue à apporter beaucoup de titres. C'est tout ce que je souhaite pour l'Intrépide. Gatien Baptiste. Mon mot, ce sera envers les jeunes, puisque l'avenir du handball, des sports guadeloupéens, c'est les jeunes, qu'on le veuille ou non. Donc, il faudrait que ces jeunes-là sachent qu'il faut aimer, pas aimer vraiment, mais souffrir sur une surface quelconque pour arriver au but choisi. Parce qu'il faut se dire que, par exemple, le handball, nous avons plein de jeunes qui ont fait de ce sport-là leur métier en métropole, qui nourrissent leur famille avec ça. Maintenant, il faut continuer sur cette lancée-là. Merci infiniment, messieurs, d'avoir participé dans cette émission. Prochain plateau, ce sera vendredi prochain, mais avec Séverine Méridan qui sera présente. Donc, très bonne soirée à vous et on se retrouve très prochainement. Au revoir. Au revoir.